Alors dans la précédente vidéo, tu as vu qu'on pouvait gérer l'Android Manifest. Je t'ai expliqué comment on faisait, comment tu déclarais les choses, à quoi ça servait. Maintenant, on va passer à la suite. Ici, à gauche, tu as Kotlin Java. C'est là où tu vas générer ton code pour ta logique, c'est-à-dire la logique applicative que tu vas mettre en place pour gérer tes vues. Par exemple, le main activity peut gérer par exemple un layout qui est ici activity main. Et dans ce layout là, tu vas pouvoir générer en fait tes boutons, tes vues, ta saisie, tout ce qui concerne en fait l'aspect visuel. Tu as différents moyens d'utiliser l'aspect visuel, ça je l'expliquerai dans une autre vidéo en détail, comment tu peux soit le faire au niveau du code, c'est-à-dire directement dans le code ou directement sur l'interface graphique. Donc voilà, là c'est vraiment pour t'expliquer, faire un tour de Android Studio pour que tu comprennes les principes de base. Donc là tu as donc le code Kotlin plus Java, c'est ici donc tu vas créer tes différents codes Java ou Kotlin. Moi dans l'idéal je code avec Kotlin, je préfère. Ça me permet de travailler avec les outils de Google plus facilement. Et voilà, donc tu as cette partie-là où tu vas générer tout ton code. Tu as les tests unitaires et tests applicatifs au niveau d'Android qui sont dans ces paquets-là. Donc ça c'est si tu veux tester tes différentes combinaisons que tu as codées. Mais tu peux aussi lancer directement ton application sur le téléphone comme je te l'expliquais dans une autre vidéo pour voir le résultat sur ton téléphone ou sur différents terminals de test, une tablette, un Pixel 7, un Pixel 3a. Tu as différents types d'API, c'est intéressant, API 31, API 33, API 36. C'est vraiment là aussi, là-dessus, tu vas aussi te baser quand tu vas faire tes tests pour voir si ton code est bien adapté à différents écrans et à différents API. Donc ça, c'est vraiment le petit tour à ce niveau-là. Tu as la partie générer Java, c'est par rapport quand tu vas générer du code, il va générer du Java directement derrière. Ici, tu as la partie res, donc ce sont les ressources. Donc dans cette partie-là, tu as le DreamWeb, ça, c'est là que tu vas gérer tes images, genre l'image d'arrière-plan, les icônes que tu veux mettre ou des petites choses dans ton application. Pas l'icône de lancement c'est ailleurs, ça c'est vraiment pour tout ce qui est image pour ton application qui va être mis ici. Les layouts, comme je te l'ai expliqué, c'est les endroits où tu vas mettre toutes tes vues que l'utilisateur va utiliser pour naviguer, pour cliquer, enfin pour ce que tu vois quand tu lances une application normale en fait, hein. Tout va être généré dans le layout, les boutons, les modifications, les insertions, enfin tout se jouera là-dedans. Après, ta minmap, ça c'est les icônes de lancement de ton application qui sont générées automatiquement ici, avec l'icône de lancement et l'icône arrondie. Tu vois, c'est deux formes différentes, c'est tout, très simplement. Tu as la navigation, c'est les navigations entre pages web, enfin entre pages applicative. C'est là un peu que tu gères tout le côté navigation si tu centralises tout là-dedans. Sinon, tu peux le faire directement dans ton code Kotlin et naviguer aussi normalement. Après, tu as les valeurs, ça aussi c'est intéressant. Tu as les valeurs, donc les couleurs que tu vas utiliser dans ton thème, ou les couleurs que tu vas utiliser dans toute application. Tu vas les définir ici avec des codes couleurs et tu vas récupérer ces codes-là dans ton application. Tu peux gérer les différentes dimensions aussi de ton application, si tu gères différents supports, si tu restes sur tablette et ainsi de suite, sur téléphone, pas, sur téléphone smartphone. Ça joue là-dedans. Tu as les strings aussi. Là-dedans, ce sont les chaînes de caractères que tu vas indiquer, par exemple l'app, le name, c'est ça, c'est un test, donc c'est DMP application de test. C'est genre tu vas créer un bouton valider, envoyer, sauvegarder, se connecter, les titres, tout ce genre de choses, tu vas le déclarer là-dedans proprement pour récupérer ces variables dans ton code. Après, tu as les thèmes ici. Les thèmes, c'est ce que tu vas utiliser dans ton application. Ton application va utiliser un thème par défaut qui est déclaré dans Android Manifest et tu vas l'utiliser tout simplement il va la récupérer en fait et il va utiliser les couleurs que tu auras définies. Par exemple, quand tu mets de couleurs primaires, c'est les couleurs primaires que tu vas utiliser pour tes titres par exemple. Tu vas mettre des couleurs spécifiques quand tu veux un thème particulier. Donc tu vas générer dans ton thème de base les couleurs, les informations dont tu as besoin.
Tu peux créer aussi des styles ici, c'est pas indiqué, mais tu peux faire des styles. Tu crées un fichier simplement style, news, tu peux une valeur style, et tu peux directement t'amuser à rentrer différents styles, c'est-à-dire tu peux paramétrer tes différents thèmes là-dedans aussi, qui sont directement enfants de ton parent, de ton, comment ça s'appelle ici, de ton thème par défaut, et ainsi de suite, ou des thèmes matériels composants qui sont avec des permutations automatiques en mode dark sombre ou light, et ainsi de suite. Donc ça se joue dans ces fichiers-là, XML. Ici, backup, rule et data extraction, c'est là où tu vas gérer tes extractions de données silencieuses à travers Google, par exemple. Quand les gens utilisent ton application et qu'ils changent de téléphone, si tu as configuré ces fichiers-là, normalement, c'est censé récupérer les informations silencieusement, sauvegarder régulièrement les informations sur le cloud de Google et te le restaurer quand tu changes de téléphone. Ici, tu as les builds. Donc là, tu as les fichiers de build, c'est les fichiers dans lesquels tu vas déclarer tes dépendances, tes, euh, tes sources j'allais dire, de packages et tout ça pour développer. Quand tu vas utiliser par exemple, je sais pas moi, des paquets pour, comment dirais-je, faire par exemple des cartes de fidélité pour une application, tu vas avoir l'UCRAP sur deux choses, ou toutes sortes d'applications, pardon, de paquets que tu vas devoir mettre en place quand tu vas coder parce que tu n'as pas les librairies et il faut les déclarer là-dedans pour que tu les récupères et que tu les synchronises. Si par exemple tu vas mettre le paiement en place pour tes abonnements, tu veux créer des abonnements sur le Play Store, tu vas devoir déclarer le billing client de Google pour pouvoir communiquer avec leur serveur et faire remonter tes abonnements et ainsi de suite. Tout va jouer dans ces fichiers-là de configuration. Le ProGuard, c'est là-dedans aussi que c'est très intéressant, il faut faire très attention à ça. Quand tu vas tester au début, tu vas tester principalement en lançant ton application sur ton smartphone et voir un peu les résultats. Ça, c'est bien quand tu développes, mais après, il faut tester aussi en réalité, c'est-à-dire générer une APK, c'est-à-dire build, tu signes ton APK, tu la génères. Et là, avec le ProGuard, en fait, le ProGuard, c'est de la sécurité en fait, hein. C'est-à-dire que ça va modifier tes fichiers qui n'ont pas été gardés, conservés dans ce dossier-là. Par exemple, on va dire que, pour faire simple, tu veux gérer des extractions, tu gères des bases de données, tu vas lui dire dans ce fichier-là qu'il ne touche pas à ces bases de données, ou il peut les modifier, mais bon, tu vas avoir des soucis. Tu peux lui dire qu'il conserve ces bases de données, ces fichiers-là, sans les modifier, sans les obfusquer. Parce que s'il offusque, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer ton texte, par exemple, je sais pas moi, tu as un article de course qui s'appelle Poire, il va te l'appeler C.2, tu vois, il va le renommer en fait pour éviter que sur des applications, en fait, quand tu développes, ça évite le piratage, ou ça limite en tout cas d'une certaine manière le fait est qu'on puisse pomper ton code et qu'on puisse l'utiliser à mauvais escient. Bien entendu, ça bloque pas, voilà, un bon informaticien, enfin un bon pirate, peut-être de débloquer tout ça, mais ça a permis, voilà, de bloquer la progression et bloquer le fait est que ton code soit totalement dévoilé. Donc tout se joue dans le ProGuard rule. C'est là que tu as le R8 qui permet de débloquer tout ça et de gérer toute cette partie-là quand tu vas générer ton APK. C'est seulement quand tu vas générer ton APK qui commence à bien formater tout ton code et à transformer ton code pour qu'il soit illisible. D'une certaine manière, il n'y a que lui qui arrive à le décoder. Sauf si tu voilà, es un pirate et que tu aimes bien t'amuser à faire toutes sortes de choses, à faire de la rétro-ingénierie et tout ça, bien sûr. Mais dans le monde lambda, pour nous qui programmons et qui ne sommes pas dans le côté du piratage, bien sûr, on, on est content d'avoir ce genre de système qui permet de bloquer au maximum, de rendre un peu illisible ton code. Ici, tu as les propriétés de base, j'y touche rarement, mais ça peut arriver. Tu as aussi, ça aussi, c'est des propriétés, enfin c'est des dossiers, des fois tu auras peut-être touché en fonction de comment tu vas créer ce que tu vas faire derrière, mais là tu as les versions aussi de ton code. Des fois ça peut arriver si tu passes à des versions différentes, tu modifies ici et tu le fais suivre dans les configurations ici, soit tu le marques en dur, la version que tu veux, soit tu utilises les libres versions
pour modifier les versions, ça dépend comment tu travailles. Après, ça c'est le SDK. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ça aussi c'est le même principe, c'est quand tu déclares tes dépendances et ainsi de suite. Donc là, ça c'est vraiment, c'est des parties auxquelles tu vas toucher de temps en temps quand tu vas développer. Et c'est là que tu vas gérer aussi toutes tes mises à jour des dépendances, quand tu vas installer des paquets, quand il y a des mises à jour des paquets. Par exemple, si tu te mets à coder et que tu vas sur le site de Google et qu'ils te disent d'installer la billing version 4.4.0 pour communiquer avec leur serveur, c'est obsolète, il faut passer à la 7.0 minimum actuellement, et après ce sera la 8 et ainsi de suite. C'est là que tu vas gérer tout ça, quoi. Donc voilà, pour te faire un tour de Android Studio. Et aussi un point très important, c'est cette partie-là, Android, là en haut. Tu peux passer en mode Android ou en mode projet. Ça change tout dans le sens où, quand tu vas te balader dans ton projet, tu vas pouvoir voir certaines sources comme des paquets, des fichiers pour gérer tes valeurs. Par exemple, ça c'est pour les écrans 600 dimensions. Tu vas aussi faire la même chose pour tout ce qui est les thèmes. Tu vas avoir des values pour le mode dark, et ainsi de suite. Tu le verras plus facilement dans cet aspect-là que dans le paquet, que dans le mode Android, qui peut des fois limiter l'affichage de certains fichiers. Voilà.